Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à un dossier évidemment épineux et central sur les ondes de Radio Galère. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin deux cadres de la fonction publique, Lucien et Michel, qu'on va évidemment saluer dans un premier temps. Bonjour et merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Galère. On l'entend pas, on ne l'entend pas là. Ah, tiens, c'était Oui, on n'a pas de retour, c'est ce que je te dis. Ah, voilà, donc presque pas. Petit souci technique évidemment sur les ondes de Galère, mais je suppose que Charles, tu as dû les équiper et mettre, voilà, il faut donc augmenter le volume sonore et donc on va tout simplement pouvoir m'entendre. Donc je rappelle les faits, on salue Lucien, on va peut-être lever les casques messieurs et avoir le haut-parleur tout simplement qui va servir de relais. Voilà, donc vous devez certainement m'entendre actuellement. Voilà, vous devez m'entendre, je suppose, avec le haut-parleur. Voilà, un petit peu mieux. On n'entend pas du tout du haut-parleur, on entend exclusivement très faiblement par les écouteurs. Donc il faudrait peut-être lever les casques et vous avez le haut-parleur général que vous devez peut-être entendre un peu mieux. Très faiblement. Très faiblement. Très faiblement. Hein. Bon, je suis désolé, c'est les problèmes du direct, de la technique. Voilà, je suis vraiment désolé. Une fois, c'est pas l'informatique, mais c'est le numérique quand même. Oui, on est d'accord. Donc je rappelle la situation évidemment. Vous êtes cadre de la fonction publique, Lucien et Michel. Vous êtes là pour parler notamment du scandale qui secoue ces derniers temps les médias, avec notamment Mediapart qui a tout simplement révélé que Martine Vassal aurait tout simplement envoyé, on peut le dire comme ça, ou subventionné à hauteur de 1 200 000 € le Journal de la Provence pour avoir une couverture favorable. Oui, je vous écoute. Vas-y, j'envoie. Voilà. On y vient justement. On a des petits soucis techniques. C'est malheureusement. Alors, tout se passait très bien tout à l'heure. On a des petits soucis maintenant. J'espère qu'on n'est pas déjà. qu'on ne veut pas nous parasiter. À bout de course, on se fait hacker. Voilà, c'est parce que le sujet est trop épineux et il est trop politiquement incorrect, donc forcément. Exactement. On y vient, je te laisse introduire le dossier évidemment Charles, et puis on y vient avec donc Lucien et Michel pour parler de ce dossier épineux, et puis on aura un hashtag je suis au placard. Voilà, et où va notre argent public? Il y a beaucoup de choses à dire dans cette affaire-là qui secoue les médias et l'opinion publique. Oui, donc c'était le jeudi 21 novembre, Mediapart publiait une enquête sur un financement du quotidien régional La Provence par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont est à la tête Madame Martine Vassal. L'article pose la question de l'indépendance du journal avant les municipales, ce qu'observe Sidonie Canetto de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'on a assisté à un véritable échange de tirs croisés entre deux rédactions. Donc pour rappel, Mediapart d'un côté et son journaliste qui fait l'article Laurent Mauduit publie une enquête sur le site du journal payant concernant des financements octroyés par le département. Tu l'as rappelé, le montant est de 1 million. L'article... Ouais, plus d'1 million, 1 200 000, certains disent 1 100 000. Enfin voilà, on est avec la métropole qui est concernée aussi. Personnellement, excusez-moi, sur le budget du département, c'est 1 million d'euros pile. Voilà. Ouais. Et les journalistes de la rédaction en question ne semblent pas concernés par cet échange de bons procédés entre le journal et la patronne du département. C'est ce qu'explique Mediapart. Alors, Franz-Olivier Gisberg, qui est à la tête de la Provence, a réagi, notamment en disant que cette enquête de Laurent Mauduit est produite par un multimillionnaire qui a vendu ses parts d'un site de fake news, et il donne des leçons de déontologie après avoir été ridiculisé par la relaxe de Bernard Tapie. Il conclut en disant « Les bouffons osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît » sur un tweet. Ça paraît fort, mais tellement lucide et authentique. Ouais. Edoui Plenel, quant à lui, a appuyé son journaliste. Cette enquête de Laurent Mauduit sur les financements publics reçus par la Provence et leur contrepartie politique est édifiante sur la vénalité de la presse. Donc, pour explication de texte, c'est le PDG Jean-Christophe Serfati et le journaliste directeur éditorial Franz-Olivier Gisbert qui sont visés dans cet article. Les journalistes, quant à eux, au milieu de tout ça, dénoncent une lutte personnelle. Ils sont au milieu d'une guerre d'ego entre les deux journalistes cités précédemment, et notre travail journalistique est réduit finalement aux éditos de Franz-Olivier Gisberg, oui, qui sont ses avis personnels et ne doivent en aucun cas engager le journal dans son intégralité.
Mediapart a eu accès à des documents comptables internes où les différentes subventions du département apparaissent. Et à la Provence, on nous répond que ces dites subventions ne sont en fait que l'achat d'encarts publicitaires, donc qui minorent totalement le transfert de fonds. Ils vont jusqu'à annoncer que c'est un fait courant pour les titres de presse régionales quotidiennes. Il faut s'habituer à ce genre de dérive. Voilà. En fait, oui, voilà, c'est normal, comme le dit le rapport de la Cour des comptes. Ouais, exactement. Alors justement, on va laisser finir Charles, et puis évidemment, on veut vos ressentis, évidemment Lucien et Michel en tant que cadre de la fonction publique, et savoir où notre argent est orienté et redistribué, parce qu'on est malheureusement, on est dans une routine où on se dit non mais c'est normal, voilà, il y a ce détournement, il y a cet argent. On est en train de s'habituer à la stupidité, au détournement, et malheureusement, heureusement que Mediapart est là, mais il faut qu'on soit conscient de la situation, et ça c'est très important. Charles, pour conclure sur le dossier. Simplement que les financements représentent 50% selon les journalistes de Mediapart des recettes du journal, et la vente des titres rapporte 50% restants. Donc comme les financements proviennent de la publicité achetée par les collectivités territoriales et les entreprises, en fait on a Mediapart, on a la Provence qui minore totalement le transfert. Oui, l'affaire, le transfert, ils mettent ça de côté. Merci pour cette présentation. Lucien et Michel, votre avis spontanément, et puis peut-être les dessous de l'affaire, vos analyses, vos ressentis, vous qui êtes de l'intérieur en tant que cadre de la fonction publique. Alors, bonjour. Oui, donc en tant que cadre, il faut préciser une première chose. Tout d'abord, cette manipulation budgétaire est parfaitement légale. Et oui. Il y a la libre administration des collectivités territoriales, et l'aide à la presse fait partie des compétences facultatives qu'une collectivité peut décider de financer ou pas. Alors, mais ce qui est légal n'est pas pour autant automatiquement moral. Si on se place du point de vue du journal, on peut se poser la question, comment est-ce qu'un média peut être encore libre et objectif quand il doit informer des lecteurs sur un de ses mécènes? Parce que c'est ce que c'est. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est de l'information, ou est-ce que c'est plutôt de la publi-information? Si on se place du côté de la collectivité, si la compétence est facultative, pourquoi le faire? Et ensuite, pourquoi donner 3 fois plus que les autres collectivités? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une attente de retour d'ascenseur, comme on dit ici? La question encore, pourquoi prendre l'argent des contribuables pour les mettre dans celle de Bernard Tapie? Est-ce qu'il n'en a pas déjà eu assez? On est bien d'accord avec ça. Voilà, et on me dira que c'est une goutte d'eau. Alors c'est vrai, une goutte d'eau, 1 million d'euros, c'est moins d'1 millième du budget du département. Mais personnellement, c'est plus de 300 ans de salaire pour moi. Voilà, donc la question, et elle n'est pas... il faut voir que ce problème-là qui a été dévoilé par Mediapart n'est que une petite partie de la partie visible d'un iceberg. C'est la même chose pour la communication de tous les élus, comme par exemple les fastueuses cérémonies des vœux, quel que soit le bord politique, je tiens bien à le préciser, et aussi l'aide aux communes. Quand on voit par exemple qu'un ancien président de conseil général a multiplié par 10 l'aide aux communes juste avant les sénatoriales, et que bizarrement il a été élu à la suite. Et c'est la même chose pour les pancartes de vœux, on va appeler ça des pancartes de vœux qui fleurissent à la rentrée et qui ne sont qu'une excuse pour afficher en gros son nom à tous les futurs électeurs. Surtout qu'il y a des dossiers quand même plus importants. Exactement, qui comme des écoles qui fuient, des professeurs qui sont obligés de faire cours par 6 degrés, et dans ce même secteur de Marseille, eh bien, l'argent il est utilisé pour faire des vœux fastueux au Dôme. Voilà, donc juste pour mémoire, en 2008, il y a eu un député qui a osé proposer de limiter à 2% le budget de communication des collectivités. Très étonnamment, sa proposition n'a pas été retenue. Alors, est-ce que c'est dû au fait que les élus des collectivités sont aussi les parlementaires qui font les lois en France? Je ne sais pas, je pose la question aux auditeurs. Et en 1998, un rapport Charon sur la déontologie des médias préconisait déjà à l'époque la défense de la liberté de l'information et, sous ce point, l'indépendance à l'égard des pouvoirs. Donc on voit bien que c'est un mal qui est connu en France les aides à la presse écrite est un mal connu qui doit être surveillé, et on doit rester vigilant sur ce point.
Oui, tout à fait. On peut laisser aussi la parole à Michel qui est avec nous pour nous livrer également ses impressions. Lucien l'a dit avec beaucoup de pertinence, beaucoup de clairvoyance. Évidemment que malheureusement la mécanique est légale, mais elle est complètement immorale. Donc c'est important de le signaler. Et savoir évidemment qu'il y a des dossiers plus centraux et tout simplement vitaux. Vous avez évoqué tout à l'heure les écoles, mais il y a beaucoup d'autres domaines également, même sur les transports, sur les écoles, sur beaucoup de problèmes qui précarisent davantage la ville, parce que nous sommes attachés à notre ville et à notre région. Il n'en demeure pas moins que quand on sait que l'argent est utilisé de cette manière-là, il est important de le soulever, il est important de le souligner, et on n'est pas là pour acheter des campagnes. Il y a quand même des choses qui nous paraissent incongrues. Michel. Oui, je serais un peu plus pessimiste encore, quoi. Effectivement, cette affaire, elle démontre qu'il y a des dérapages quant à l'utilisation de l'argent public, mais de manière plus insidieuse ou de manière plus implicite. Il y a une collusion généralisée de la presse avec le pouvoir politique. Il suffit de regarder les couvertures de Paris Match et notre aimé président de la République pour s'en persuader. Alors je ne sais pas si le président verse de l'argent à Paris Match, mais il est clair qu'il a que Lagardère et de ses amis, Niel et de ses amis, etc. quoi. Donc je suis plus pessimiste que ça. Je pense qu'on est vraiment dans un système qui est plus ou moins explicite. Là, on a mis le doigt sur quelque chose qui est quantifié, qui est acté, mais malheureusement, c'est un phénomène beaucoup plus général. Et pour ce qui est de la mauvaise utilisation de l'argent public, je pense aussi qu'on est dans de l'épiphénomène, quoi. L'argent public est malheureusement très mal utilisé et on est habitué à cette mauvaise utilisation malheureusement et on n'y fait plus très attention. Problématique. Un mot notamment sur vous avez l'impression évidemment on l'a évoqué que c'est immoral. Est-ce que vous pensez que Martine Vassal va être inquiétée notamment en vue de l'ambition qu'elle a dans quelques mois, notamment pour la ville de Marseille, où vous estimez que Mediapart en fait a fait cette annonce-là et ça passera comme une lettre à la poste dans quelques mois, on n'en parle plus. Quel est votre avis ? Parce que là aussi, il y a un enjeu politique, médiatique. Moi, personnellement, je suis encore une fois assez pessimiste parce que, au vu de certaines autres affaires où la gravité des faits n'est pas proportionnée avec celle-là. Je veux dire, il y a plein d'affaires qui concernent les politiques et puis qui passent à la trappe pour plein de raisons. Je pense pas que ça fasse beaucoup de vagues et qu'elles soient inquiétées. Et comme on l'a dit, c'est en plus une possibilité légale de donner de l'argent à la presse pour un conseil départemental ou pour une autre collectivité. Je vois mal comment ça pourrait aller plus loin que ça. Et je repensais, pour rebondir là sur le fait que ça se passe de manière plus générale, je crois que Martine Vassal, il me semble, elle a fait la couverture du journal du dimanche récemment, et il y avait, j'ai vu simplement le texte, mais il y avait un article relativement dithyrambique la concernant, donc je pense pas qu'elle ait donné de l'argent au journal du dimanche, mais d'une manière générale, ces grands médias sont assez complaisants, quoi. Voilà. Lucien ? Oui, donc la question des médias, voilà, c'est pour moi, je le rappelle, je pense en tout cas, une petite partie de la façon dont l'argent public est mal utilisé. Je veux dire, quand on voit aussi des fois les marchés publics, leurs montants et les raisons pour lesquelles ils sont montés, je pense que ça serait quand même intéressant que les citoyens aient un peu plus que des budgets de 60 pages à être obligés d'éplucher pour savoir ce que fait la collectivité. Ça serait quand même un petit peu mieux si les collectivités publiaient en temps réel pour non pas les sociétés, mais pour les citoyens, les marchés qu'ils sont en train de mettre en place, combien ça coûte. Ouais. Et à ce moment-là, les citoyens pourraient être des vigies et constater, se poser la question, ah tiens, c'est bizarre, là maintenant, aujourd'hui, il y a eu une ligne qui est passée de 1 million d'euros pour la Provence, est-ce que c'est bien normal ? Et finalement, la pyramide serait inversée. Ça serait plus des journaux parisiens qui seraient obligés
dévoiler des affaires, mais les citoyens et les habitants qui seraient les vigies de bonne utilisation de leur argent, parce que c'est notre argent et les élus sont nos employés. Voilà comment je vois la pyramide en ce qui me concerne. C'est un avis en tout cas qui a le mérite d'être dit et qui, je l'espère, va être repris par pas mal. Charles, peut-être des analyses, des rebonds évidemment. Il est 9h01 sur les ondes de Radio Galère. On a encore 20 minutes, on le rappelle, avec Lucien et Michel, cadre de la fonction publique, pour évoquer notamment l'affaire Martine Vassal et l'affaire du Mediapart. Bien sûr, un rapport de la Cour des comptes allait dans ce sens, un rapport public annuel de 2018 datant du mois de février. Il s'intitulait « Les aides à la presse écrite, des choix nécessaires ». Donc, pour rappel, le rapport commençait en introduisant et disait que le secteur de la presse écrite était en berne. Il prenait en comparaison les années 90, les années 2000 et aujourd'hui. Alors Charles, je me permets de te couper. Un auditeur souhaite réagir. Vous le savez, priorité aux auditeurs. Je le salue, René, qui souhaite réagir tout simplement. Alors, bonjour merci, René. Oui, vous ne faites que raviver la plaie qui est en moi, disant que notre argent est très mal utilisé. Eux, les gros, ceux qui sont à la tête, prennent le maximum et nous ne laissent que les miettes. J'en ai l'exemple, même à Vitrolles, où je vis en ce moment. C'est un sentiment. Et même Martine Vassal, ils se sont permis de m'appeler au téléphone pour me poser plein de questions. Voilà. Des questions, c'est-à-dire c'était une enquête de satisfaction? Des questions comment? Non, on a eu des questions pour savoir ce que je pensais d'elle et tout. C'était plein de questions comme ça. Bon. Merci René. Au niveau de sa crédibilité, voilà. Merci René, en indiquant que notre argent est très mal utilisé. Ah voilà, plus que mal utilisé. Merci pour cette réaction sur les ondes de Radio Galère. Je laisse. Rien. Merci. Je t'en prie, Charles. Donc le rapport de la Cour des comptes qui prenait en comparaison les années 90, 2000 et les années aujourd'hui. Donc le chiffre d'affaires de la presse écrite, c'est intéressant de le noter, avoisinait 10 milliards d'euros sur les années 2000 et est aujourd'hui de 7,5 milliards. Donc c'est une chute de 25%. Les ventes en termes de nombre d'exemplaires étaient de 7 milliards dans les années 90 et de 4,3 milliards aujourd'hui. Donc c'est une descente de 60%. Et les recettes publiques qui avoisinaient 3,8 milliards dans les années 90 sont maintenues à un niveau de 2,4 milliards aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que les recettes publiques, ça représente 32% du chiffre d'affaires total d'une rédaction. Donc on peut quand même noter que la presse écrite est sous perfusion de la finance publique. C'est pas nouveau en effet, la presse écrite va de moins en moins bien, évidemment avec les nouvelles technologies et puis surtout le web évidemment, et puis le modèle radio qui a toujours gardé sa superbe. Il n'en demeure pas moins qu'on se doit en tout cas de relever ces agissements-là et de savoir comment notre argent est orienté et où va notre argent. Voilà, ça c'est important. Et c'est la transparence qui pêche, ça c'est important de le noter. La transparence insuffisante comme défaut persistant de l'aide à la presse écrite. Oui. En interne, Michel, Lucien, quelles sont les retombées un petit peu et surtout les ressentis, j'allais dire, des salariés qui sont au plus proches des collectivités et autres, en tout cas, comment c'est perçu? Dites-nous un peu votre avis, parce qu'on imagine que vous n'êtes pas les seuls lanceurs d'alerte. Disons que le statut du fonctionnaire définit très bien la façon dont on doit se comporter. Il y a des obligations, des devoirs et des droits. L'une des obligations, la première de toutes, c'est l'obéissance. Et ensuite, ne pas divulguer ou ne pas donner une mauvaise image du service public. On n'a pas le droit de s'attaquer évidemment à la direction. Voilà, une fois de plus, la loi a été faite par des politiques pour des politiques. Donc, à l'intérieur de ce carcan, j'allais dire, il n'est pas évident de faire remonter les dysfonctionnements que l'on peut rencontrer. En tant que cadre, c'est pourtant notre travail, constater ce qui se passe et essayer d'apporter des solutions aux dysfonctionnements qu'on rencontre. Mais l'idée, c'est quand même globalement, tacitement, effectivement, comme le disait mon collègue,
d'être le plus lisse possible, de ne pas faire de vagues et d'être en accord permanent avec la direction et de se contenter d'obéir. Voilà, la notion de compétence, par exemple, la compétence d'un fonctionnaire sur son poste ne fait pas partie des droits et obligations du fonctionnaire. C'est l'obéissance qui semble être plus important finalement que la compétence. Effectivement, je trouve intéressant que tu parles de compétences. Je pense que c'est pour une partie au cœur du problème, quoi. Je pense qu'il y a une perte de compétences d'une manière générale dans les collectivités, que ce soit les ministères, des conseils généraux, départementaux, régionaux, etc. Et que cette perte de compétences, elle fait que les gens ne sont pas capables ou ne sont plus capables d'évaluer la pertinence des sommes qui sont mises en jeu dans les marchés publics. On parlait d'1 million d'euros. Qu'est-ce que c'est qu'1 million d'euros ? 100 000 euros. Pour vous ou pour moi, c'est quelque chose. Pour une grosse administration, ce n'est rien par rapport à son budget global et par rapport aux enveloppes qui sont manipulées de temps en temps. Et je veux dire, s'il y avait un peu plus de compétences en interne, on serait capable de dire, tiens, pour ce marché public-là, les propositions qui nous sont faites par les entreprises sont totalement fantaisistes, etc. Mais on n'a même pas cette compétence minimale pour dire cette facture de 100 000 euros, elle ne tient pas la route, ou cette facture de 500 000 euros, elle ne tient pas la route. Et on est à chaque fois sur des montants qui sont délirants, quoi, mais on n'est même pas capable de les évaluer. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça continue de fonctionner comme ça, parce qu'on n'est même pas capable d'évaluer en fait la pertinence de ce qu'on fait, ce qui est assez dramatique. Toutes les décisions sont prises au niveau du législateur, c'est ça que vous dites ? Pas forcément, non, je pense qu'il y a c'est à tous les niveaux malheureusement, et on a tous une responsabilité, même des agents qui sont de catégorie C ou qui sont au bas de l'échelle hiérarchique, ils ont aussi leur part de responsabilité. Tout ne vient pas du politique. Il y a beaucoup de choses qui viennent du politique et qui retombent dans une structure publique, mais il y a des initiatives de directeurs, des initiatives de chefs de service ou des absences d'initiatives. Et puis vous me demandiez quelles sont les réactions en interne, etc. Les réactions, elles sont assez faibles. En fait, la plupart du temps, c'est de l'indifférence. C'est des personnes qui se permettent de critiquer ou qui se permettent d'émettre un avis sur des actions ou sur des process. Il y en a très très peu. C'est vraiment... il y a notre ami... Notre ex-ami ministre de l'Éducation, il parlait du mammouth pour l'éducation nationale. Oui, il a dégraissé le mammouth. Mais le mammouth, il est un peu partout. Hein. Je veux dire, des mammouths, ils se sont reproduits en captivité. Hein. Il y en a beaucoup, donc c'est difficile de faire évoluer. Hein. Vous ne motiveriez pas un jeune aujourd'hui qui veut commencer dans le job ? Vous le motiveriez pas à faire le même travail que vous Alors moi, j'ai eu des réactions. Des fois, j'ai vu des jeunes qui étaient stagiaires chez nous. Je les ai croisés et puis qui avaient pour ambition de se faire titulariser, donc de devenir des fonctionnaires à part entière. Moi, je vais vous dire ce que je leur ai dit à ces jeunes. Je leur ai dit, va-t'en. C'est malheureux, hein, mais à ce point-là. Oui, va ailleurs. Encore une fois, hein, je baisse peut-être un peu trop rapidement les bras, mais j'aurais tendance à dire aie d'autres expériences. Je ne La fonction publique est critiquable, mais il y a d'autres expériences à faire avant celle-là. C'est une expérience qui est très sclérosante, qui est très lénifiante. Donc, un jeune, radicalement, je lui dirais, va ailleurs. Et puis après, peut-être, il y a peut-être d'autres... On peut faire bouger les choses de l'extérieur aussi, hein, si la question est de faire bouger les choses. Le constat est assez amer. Oui. Lucien. Oui, je souhaite rebondir sur ce qu'a dit Michel. Je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas les compétences et qu'on a été placé là plutôt parce qu'on a l'obéissance de donner un avis critique
de reconcer, de faire des remarques constructives sur telle ou telle décision, tel ou tel montant de marché public. Mais il y a un deuxième point. Le deuxième point, c'est que si on se permet de lever le doigt dans une réunion où il était prévu que tout le monde soit d'accord, il y a une espèce de ventilateur géant qui vous coupe le bout du doigt. Si vous vous levez, c'est la tête, et si vous montez sur la table, vous êtes coupé en deux. Donc ça, c'est un autre problème. Pourquoi est-ce que les gens respectent cette obligation d'être... Vote à main levée, comme au bon vieux temps, Parti communiste. Celui qui n'a pas la main levée au même moment que tous les autres, il va au goulag. Ouais, ça ressemble un peu à ça, mais là, c'est vraiment du coupage de tête. Et étant donné que, par contre, dans les statuts de la fonction publique, je reviens sur ça parce qu'effectivement, nous sommes des fonctionnaires, il y a la protection du fonctionnaire. Qu'est-ce que c'est que cette protection ? On arrive doucement au point central de votre présence ici. Vous avez... Il nous reste 10 minutes pour ça. Oui, on a largement le temps. Vous avez, Lucien, ouvert une action en justice auprès du tribunal administratif. Donc vous êtes entouré d'un juriste, d'une juriste, et vous avez ouvert une action pour, on peut dire, les motivations, harcèlement sur le lieu de travail. Alors, techniquement, c'est pas vraiment du harcèlement, hein, puisque moi, ce que je subis, c'est de la placardisation et un bore-out associé. Un bore-out, voilà, le fait de ne plus rien avoir à faire. Non, c'est l'inverse. Burn-out, c'est quand on en fait trop et qu'on s'use au travail. Bore-out, ça vient de bore, s'ennuyer. Ouais, c'est quand on s'emmerde, techniquement. Ouais, voilà. Merci pour cette précision linguistique. C'est ce qui est réellement votre cas, vous êtes vraiment placardisé. Ah oui, ça fait... donc là, en fait, ça fait un petit peu... avant 2013, ça avait déjà commencé, mais en fait, là, techniquement, on ne pouvait pas remonter avec mon avocat plus avant. Donc, voilà, il y a eu changement de tête à la tête de ma collectivité, mais ma situation n'a pas changé parce qu'effectivement, j'ai l'étiquette maintenant de celui qui se permet de faire des commentaires. J'essaye de faire des commentaires constructifs, c'est mon travail d'ingénieur, je constate certains dysfonctionnements, je n'ai aucune animosité envers qui que ce soit, je signale simplement quand il y a des dysfonctionnements. Et on m'a expliqué... conscience professionnelle qui vous fait agir tout simplement. Votre conscience peut-être de citoyen également. Et vous êtes étiqueté. Et je suis étiqueté comme celui qui je suis au placard, qui fout le bordel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ces personnes-là ? Je reviens. Les statuts de la fonction publique. On ne peut pas révoquer quelqu'un pour faire son travail et donner des idées à sa hiérarchie. Donc, on lui explique, on l'avertit, puis on le met au placard pour que personne ne lui parle et qu'il ne voit rien passer, pour qu'il ne puisse plus rien dire, et si possible, qu'il fasse une dépression ou décide de partir pour ailleurs. On lui explique d'ailleurs, voilà. Donc là encore, et en fait la boucle est bouclée, on revient sur de la mauvaise utilisation de l'argent public. Alors voilà, donc effectivement, moi, mon salaire, qu'est-ce que c'est ? Je coûterais 1 million d'euros que dans 270 ans. Vous serez un bon actif à 270 ans. Voilà, moi, je suis une goutte d'eau. Mais ce qu'on s'est posé comme question, c'est combien de personnes dans la fonction publique subissent ce traitement ? Donc, j'imagine que vous n'êtes pas un cas isolé. Et non, voilà, c'est ça la question. Donc, on a ouvert un site qui s'appelle jesuiauplacard.fr avec le hashtag Je suis au placard. Et l'idée, c'est de récupérer des informations sur les gens qui sont placardisés dans la fonction publique. Donc, d'État, territoriale et hospitalière. Il y a énormément de gens qui travaillent. Je veux dire, surtout dans les hôpitaux, il y a des gens qui travaillent, qui sont surchargés de travail. Et il y en a d'autres parce qu'ils ont posé un problème à un moment à leur hiérarchie, et plus particulièrement aux élus, qui sont payés à ne rien faire avec de l'argent public. Voilà, donc nous on pose cette question. Et si vous avez l'impression que c'est votre cas, vous vous dites que là, aujourd'hui, vous êtes payé quasiment à rien faire ? Ah ben je vous invite à chercher sur Internet. Je tiens un journal de bord BORE sur lequel, à la demande de mon avocat, je tiens au jour le jour et à la minute et en temps réel tout ce que je fais. Donc j'ai une moyenne de 3 heures de travail. Incroyable. Par semaine.
Par semaine. Par semaine, et Non, donc ça c'est fait fort, ce que vous dites, pratiquement 300 jours que je le tiens. C'est déjà énorme. Oui, c'est déjà beaucoup pour un fonctionnaire, c'est vrai. Pas d'humour, mon cher Michel. Ça fait pas rêver, hein. On rigole. Non, mais c'est ça. Parce que si très bien utilisé dans son activité, ça fait pas rêver. Exactement, Charles, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais de quoi tu te plains ? De quoi je me plains ? Être devant mon ordinateur toute la journée, avec des fois des journées, vous le verrez sur le journal de bord, personne qui n'ouvre ma porte. Je ne parle à personne ne me parle de rien. Tout le monde. Vous êtes à un endroit physique différent du reste du service ? Oui, j'ai été placardisé aussi physiquement dans un autre bâtiment pour ne pas être dans le siège et pour ne pas rencontrer d'autres personnes, pour éviter que je discute avec elles, etc. Vous avez une cantine à laquelle vous allez et, il y a des échanges, je suppose. Ça se passe comment pour le repas du incroyable, midi ? ça, ouais. Non, on en avait une, mais il n'y en a plus. Elle a été remplacée par un petit snack. Alors, je prends des plats préparés, je les mange entre midi et 2 à la cuisine, en général en solitaire. Ouais, enfin, moi, je trouve froid dans le dos. Psychologiquement, ça doit être difficile parce que et moi, je trouve que c'est d'être ici et de le dire avec autant de courage, parce que c'est du courage de dire je suis payé à rien faire, et combien seraient malheureusement en tout cas contents de la situation en disant voilà, j'ai mon salaire qui rentre, peu importe le salaire, mais bon, vous l'avez dit, vous n'êtes pas non plus vous n'êtes pas 50 000 euros par mois, hein, on a bien compris, et donc forcément ça pose un problème d'éthique, de morale, et même de destruction un petit peu de l'individu en tant que tel, parce que vous avez l'impression que, et en plus vous avez des vraies compétences, des vrais bagages, mais que vous ne pouvez pas exploiter, que vous ne pouvez pas mettre au service de la collectivité, et a fortiori au service de la population. Exactement, vous avez bien compris et là aussi on rejoint la boucle du début, l'objectif n'est finalement peut-être pas de rendre service aux habitants, mais de rendre service à la tête de la pyramide. Donc à partir du moment où vous refusez de regarder vers le haut et que vous regardez plutôt vers le bas, on vous dit c'est pas par là que ça se passe, tu fais ce qu'on te dit, sinon. Et quand on finit par ne pas obéir, on se retrouve dans des situations comme celle-là où effectivement... et c'est de la souffrance humaine et je la refuse. Et mon employeur me doit du travail, là aussi dans les statuts. Lucien, vous en parlez autour de vous, dans le cercle familial, dans le cercle des amis ? À la maison, ça se passe comment ? Oui, justement. C'est difficile des fois. C'est vrai que ma femme me parle de sa journée, un travail à domicile, elle me parle de sa journée. Moi, j'ai rien à dire. Mais j'essaye de me rendre utile. Donc voilà, on a fait ce site où on essaye de référencer les placardisés en France. Vous pouvez et le on rappeler, espère... je suis au placard.fr. Hein. Je suis au placard.fr. Il est en cours de maintenance, je crois. Pardon ? Il est en cours de maintenance, si je ne dis pas de bêtises. J'ai regardé ce matin. Attends, tout à fait, il n'est pas en maintenance en fait. Donc on reçoit les doléances des gens et on les ajoute à une base de données qu'on a construite et qui permettra de référencer sur la carte de France qui coûte combien, à quel endroit, et qui offrira en open data la possibilité de faire des calculs sur combien de personnes sont payées à ne rien faire dans la région parisienne, etc. Et hashtag je suis au placard sur les réseaux sociaux avec J, S, A et P en majuscule. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous l'avez indiqué sur Twitter, et puis nous on était ravis de vous accueillir. Il nous reste encore 3 minutes et on va les utiliser évidemment. On rappelle qu'on a évoqué l'affaire récemment dévoilée par Mediapart, et évidemment l'affaire de l'hashtag je suis au placard, parce que ça je trouve... on n'y voit pas de... Enfin, on pourrait y voir un lien de cause à effet, hein, mais c'est-à-dire qu'au final, l'argent public, c'est le problème, parce que aussi bien par rapport à l'affaire Vassal qu'à votre situation, votre argent, entre guillemets, votre salaire, je ne dis pas que c'est le nôtre, mais c'est aussi les collectivités, et au final, vous ne l'exploitez pas, donc où va l'argent public ? On n'hésite pas à placardiser, pour eux, ce n'est pas un problème. Oui, il y a un hashtag qui existe, là par contre c'est pas nous qui l'avons inventé, qui s'appelle où va notre argent. Oui. Donc la question se pose, il y a plein de gens qui se posent la question, et moi, mon travail d'ingénieur et de cadre, c'est de proposer des solutions aux problèmes. Donc voilà, moi ce que j'essaye, c'est de dire qu'il y a sûrement un problème quelque part dans le statut de la fonction publique. Moi je pense qu'il est mortifère, et que si on était sous contrat simplement, avec une gestion des prud'hommes bien gérée, ça ferait des gens qui sont motivés par leur emploi, qui ont envie de rendre service aux gens, et qui seraient protégés par une structure ou une autre. Donc, vous avez songé à quitter
Oui, là j'ai beaucoup de candidatures que je fais dans le privé, dans d'autres collectivités. Mais là aussi, quand je dis mortifère, c'est vraiment pas pour rien. C'est-à-dire que vous avez un salaire qui est quand même confortable. Bon, oui, je gagne plus de 3 000 euros par mois. J'ai un emploi à vie garanti. Mais pour le supporter, étant donné que je suis quelqu'un qui est plutôt un original, voilà. Je dois accepter une situation juste pour moi inacceptable et c'est pour ça que j'ai attaqué en justice. Mais vous avez bien fait. On prolonge 2 minutes parce que le sujet est extrêmement intéressant. Michel, votre avis, vous avez l'impression vous aussi d'être placardisé? Oui, alors c'est pas du tout, c'est pas du tout la même forme. Et encore une fois, je vais prendre un peu de recul et généraliser un petit peu. Je crois que le phénomène de placardisation, il revêt des formes très différentes. Oui. Et c'est pas forcément une sanction. Il y a encore une fois du laxisme. Il y a encore une fois une indifférence. Il y a parfois même un mépris des gens. Il n'y a pas forcément une volonté, il peut y avoir encore une incompétence, je veux dire une incompétence managériale qui fait que c'est plus facile de ne pas gérer les gens que de les gérer tout simplement. Et c'est pas forcément une sanction. Il y a des gens qui se retrouvent dans un placard de manière fortuite et comme il y a une grande inertie, une fois qu'ils y sont, il est très difficile d'en sortir et c'est comme il y a une grande indifférence des gens autour, ce sont des phénomènes qui perdurent, mais qui, malheureusement, comme le dit Lucien, l'exemple de Lucien est très symptomatique, mais il y en a vraiment beaucoup. Et si on regarde dans le privé, malheureusement, on n'appelle pas ça des placards, mais dans le privé, il y a des jobs à la con, qui ont été très bien théorisés par notre ami Graeber, là. Mais voilà, il y a aussi du gâchis dans le privé, il y en a dans le public, c'est un phénomène qui est général. Et il y a malheureusement une grande indifférence vis-à-vis de ça. Et ce qui me révolte, c'est quand ça fait souffrir des gens, comme c'est le cas de Lucien par exemple. Voilà. Quand il y a une souffrance, le problème de l'argent, c'est quelque chose, mais la souffrance des gens, c'est quelque chose de très important. Et ça, je ne pardonne pas aux managers leur indifférence ou leur incompétence ou le fait d'être inopérant vis-à-vis de ces problèmes. Parce qu'il y a de l'humain derrière. Dans une collectivité, dans une mairie, dans un conseil, on gère pas des dossiers, on gère pas des numéros, ni en interne ni en externe. Quand on fait de l'aide sociale, c'est pas un dossier, c'est des gens qu'il y a derrière. Et voilà. Et ce raisonnement, il faut aussi se l'appliquer en interne. Et ce manque d'humanité, à mon avis, il est très dommageable. Ce qui est essentiellement dur, on comprend bien à votre témoignage, c'est que vous travaillez avec des personnes qui sont totalement au courant de votre situation. Et pour ça, on vous remercie d'être sortis du silence aujourd'hui et d'être venus sur les antennes de Galère pour témoigner de votre mise au placard. Avec plaisir. On répète, je suis au placard.fr, c'est bien ça ? Oui. Et hashtag je suis au placard, qui sont les deux trends à suivre sur le sujet. Voilà, pour essayer de récupérer des informations et in fine de trouver une solution au problème. C'est ça l'objectif. Merci. Merci. Merci messieurs d'être venus aujourd'hui sur les ondes de Galère. On reçoit dans un instant d'abord une pause musicale et ensuite dans un deuxième temps on recevra le Théâtre des Chartreux, Éric Brunel, Caroline Toussaint et Franck Vidal. Exactement, et ils sont avec nous dans quelques petites minutes, dans 3-4 minutes. Merci à Michel et Lucien, cadre de la fonction publique, pour être venus nous parler notamment de l'affaire Martine Vassal. Merci, on revient juste après ça.